comprimé n'arrive pas à enregistrer les nouveaux souvenirs. Mais avec des tests et une IRM ou un scanner, normalement, on arrive à faire le diagnostic différentiel. Parfois, ça nous reste de doutes. Et donc, il faut aller vers la ponction lombaire. Et il y a une autre maladie qui s'appelle hydrocéphalie à pression normale, qui a des oublis, mais aussi des troubles de la marche, qui n'a rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. C'est un trouble dû à la circulation de l'eau dans la tête. Ah bon? Ah oui, il y a de l'eau dans la tête. Il y a assez peu. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais su. Hein. Aujourd'hui, quand même, j'apprends quelque chose. Il y a aussi de l'eau dans la tête. Moi, je pense que l'eau se trouve toujours dans l'estomac. Non, pas du tout. Il y a de l'eau dans la tête, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques... À peu près au décilitre. Ouais. C'est même la quantité, docteur. Ça fait partie de... Félicitations en tout cas. Du boulot. Ouais, ça fait partie du boulot, tout à fait. Ouais. Mais parfois, et c'est une eau qui est très importante parce que c'est l'eau de nettoyage du cerveau. Elle vient d'où cette eau-là? C'est produite par le cerveau lui-même. C'est le cerveau lui-même qui produit cette eau. Il y a des structures qui s'appellent plexus chorioidei, chorioidé en français, je crois. J'ai étudié en Italie, donc. Mais il y a des structures qui produisent l'eau et l'eau est réabsorbée par d'autres structures, toujours dans la tête, pas vraiment dans le cerveau, mais proche au cerveau. Et l'eau, la circulation de l'eau fait en sorte que l'eau change 3 ou 4 fois dans la journée. Donc, c'est un circuit de nettoyage des déchets du cerveau. Mais juste après avoir nettoyé le cerveau, il y a les déchets qui restent. Les déchets, là, ça vont où? Ils rentrent dans le sang, dans les veines, et elles sont éliminées par le foie, par les reins. Ils sont éliminés comme les autres déchets les autres déchets que nous produisons. Et il y a cette maladie qui s'appelle hydrocéphalie à pression normale, qui est due à un défaut de la réabsorption de l'eau. Et donc, l'eau s'accumule dans la tête, mais là, il y a peu d'espace parce que le crâne est fixe, il y a de l'os. Donc, soit l'eau, soit le cerveau. Et donc, l'eau s'accumule, le cerveau est pressé contre la voûte, contre l'os, et la personne commence à oublier les choses, à être moins sûre pendant la marche. Et par l'IRM ou le scanner, on le voit très bien. Mais la personne commence à être moins sûre par la marche, c'est-à-dire, parce qu'il y a d'autres personnes, et comme en Afrique, quand on voit une personne en train de trembloter, donc c'est-à-dire qui est assise, il tremble, ou soit elle tremble, ou soit quand il veut tenir quelque chose, vous voyez, elle tremble. Les autres disent, bon, je vais vous dire quand même qu'ils disent non, c'est parce que non, là, parce qu'elle boit beaucoup de café. Est-ce que le café aussi, ça peut donner aussi la maladie d'Alzheimer? Non, le café, pas que non. Vous avez entendu, hein? Comme chez nous, on a toujours dit ça. Non, parce qu'il boit beaucoup de café, ça fait trembler là. Non. Mais une personne, la maladie d'Alzheimer aussi, elle a ces signaux-là, tremblement. Non, le tremblement, c'est plutôt signe de la maladie de Parkinson, qui est aussi une maladie du cerveau, qui touche, c'est toujours une maladie neurodégénérative du cerveau. Donc, il y a toujours des cellules du cerveau qui meurent, mais elles sont des cellules différentes, dans une région différente, la région qui est responsable du contrôle des mouvements. Et les personnes avec un Parkinson, au début, n'ont pas de trouble de mémoire, hein, mais ils tremblent, mais ils fonctionnent bien, ils peuvent même travailler, faire des travaux de haut niveau. Mais c'est toujours une maladie neurodégénérative, en effet.
Qui n'a pas à voir avec La maladie d'Alzheimer. Non, même pas avec ni l'Alzheimer ni le café. Voilà, vous avez entendu. Hein? Donc, il ne faut pas coller tout le monde qui tremble et que non, ils ont la maladie d'Alzheimer. Donc, voilà, nous sommes dans là, c'est la fausseté. Il est vrai que si on boit 3 litres de café dans une journée, ben on commence à devenir un peu nerveux. Hein? On est bien d'accord, mais ça, c'est autre chose. Vous arrêtez, le jour d'après, vous dormez bien, et le jour d'après, le tremblement ne sont plus là. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il les causes biologiques connues de la maladie d'Alzheimer? Y a-t-il des causes biologiques? La cause biologique, c'est le dépôt des protéines toxiques, le dépôt de l'amyloïde tau. Ensuite, votre question va un peu plus loin. Quelle est la cause du dépôt de l'amyloïde de tau? Et là, on est en train d'étudier dessus. Il y a une partie de causes génétiques. On connaît des gènes qui prédisposent au dépôt de la maladie. Il y a des facteurs de risque environnementaux, mais on est en train d'étudier pour prévenir le dépôt, pour essayer de faire quelque chose pour prévenir le dépôt. Mais on n'y est pas encore. Mais ça fait combien de temps depuis que vous avez commencé à étudier ça? Et ça fait déjà combien? Un combat d'une longue haleine ou bien? Moi, personnellement? Vous dites que vous êtes en train d'étudier, c'est-à-dire vous aussi vous faites partie de cette équipe qui fait des recherches parce que vous êtes aussi chercheur engagé vous-même. On peut dire qu'on a commencé à étudier dans le monde entier, au niveau dans l'historique de la maladie d'Alzheimer, l'histoire de la maladie d'Alzheimer. On a commencé à étudier de manière sérieuse la maladie depuis les années 80. Jusqu'aujourd'hui, pas de réponse. Non, c'est pas vrai qu'on n'a pas de réponse. On commence à voir les premiers médicaments curatifs. Les premiers. Mais il faudra une dizaine d'années ou 20 ans pour arriver à avoir des médicaments ou des cocktails de médicaments qui vont vraiment arrêter la maladie ou ralentir énormément la maladie, comme pour l'HIV. L'HIV, il a fallu, on n'a pas gagné la bataille du jour au lendemain. Il a fallu une vingtaine d'années, 10 ans au minimum avant de commencer à voir quelque chose. L'Alzheimer est beaucoup plus difficile que l'HIV. Mais quel rôle jouent les facteurs génétiques aujourd'hui? Bon, là, comme je viens de dire, il y a des facteurs génétiques de susceptibilité. Nous savons qu'il y a un gène qui s'appelle ApoE, le gène de la apolipoprotéine E, qui est présent dans des parfums différents, on pourrait dire. Il y a 3 formes de ApoE, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4. L'epsilon 4, les personnes qui portent l'allèle epsilon 4, ce qui est à peu près 15% de la population mondiale, ont un risque plus élevé. Mais un risque, on parle de risque, on parle de probabilité. C'est pas dit que les personnes que ces 15% des personnes vont développer l'Alzheimer. C'est plus fréquent. Mais on parle toujours d'une probabilité. Ensuite, il y a des formes génétiques qui sont déterministes. C'est-à-dire, ils sont très rares. Il y a des familles où la maladie se produise dans un âge très jeune, dans les 40, okay, on ne parle pas de 80, on parle de 40 ans, parfois 30 ans, et ils sont des cas vraiment purement génétiques. Là, il y a une mutation, il y a un petit morceau de l'ADN qui est malade, et si vous avez cette blessure de l'ADN, vous allez développer la maladie à 100%. C'est sûr. Et vous allez la développer à 40 ans, 50, 30 parfois. Mais vous avez obtenu ça au bas âge, cette blessure? Non, c'est une blessure de l'ADN qu'on hérite nos parents. Parce que dans ce cas, soit maman, soit le père sont atteints. Et le grand-père aussi.
et des frères du père. Vous voyez, c'est une maladie, c'est une forme qui touche plusieurs membres de la famille et qui est héritée d'une génération à l'autre. Mais docteur, là, vous venez d'ouvrir aussi une brèche. Est-ce que pour pouvoir faire des enfants, soit pour se marier avec une femme, il faut-il faire des examens comme ça pour éviter que cela puisse, pour savoir l'un ou l'une qui peut développer, ou soit qui a hérité de ses parents peut-être cette maladie d'Alzheimer? Il faudra faire des examens appropriés? Non, parce que il s'agit de formes très rares, mais très 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 rares. Et les familles attentes, ils le savent. Parce que il y a 3, 4, 5, 10 personnes dans la famille qui sont attentes. Donc, tout le monde le savent. Hein. Les modes de vie a-t-il un impact sur le risque de développer la maladie d'Alzheimer? Oui, ils ont un impact dans le risque de développer les symptômes. Ils ne semblent pas avoir un impact dans le dépôt des protéines toxiques, mais le dépôt des protéines toxiques, c'est l'élément, comment je peux dire, le dépôt des protéines toxiques est nécessaire et pour amener à la mort des neurones, mais la mort des neurones peut être accélérée par des comportements peu sains. Par exemple, si vous avez le dépôt d'amyloïdes et de tau et en plus vous avez des troubles de la circulation parce que vous mangez mal, parce que vous êtes surpoids, parce que vous avez la tension élevée, parce que vous avez le diabète, les troubles de la mémoire se produisent avant l'âge à laquelle ils se seraient produits sans ces facteurs complémentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a les troubles de la mémoire se produisent parce qu'il y a le dépôt de protéines toxiques qui peut être péjoré par des styles de vie. Donc les styles de vie sont également aussi importants pour retarder le plus possible le développement des troubles de la mémoire. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui meurent avec amyloïde, avec tau, sans jamais avoir eu des oublis. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont un cerveau plus résilient, parce qu'ils ont bien vécu, ils ont bien entretenu le cerveau. Ils ont fait de l'activité physique, ils ont traité la tension, le cholestérol, le diabète, etc. C'est-à-dire, quand vous mangez, il faut aussi mettre en tête que ce que vous mangez, ça peut vous causer aussi à la longue la maladie d'Alzheimer. Mais docteur, les traumatismes crâniens peuvent-ils favoriser l'apparition de la maladie d'Alzheimer? Oui, au même titre que les troubles de la circulation. Si vous avez un cerveau, le concept c'est que si vous avez un cerveau robuste et vous avez la malchance d'avoir le dépôt d'amyloïdes, des protéines toxiques, vous allez tenir le coup plus longtemps. Si vous avez un cerveau fragile à cause des troubles de la circulation ou des styles de vie mauvais, ou des traumatismes crâniens que vous avez eus, des traumatismes sévères, ce cerveau fragile va développer les oublis beaucoup plus tôt. Mais quels sont les mythes les plus répandus à propos des causes de la maladie? Et puis, existe-t-il un traitement curatif aujourd'hui? Les mythes, il y a beaucoup. Hein. Comme quoi? Le stress. J'oublie parce que j'ai eu un boulot très, très dur. J'ai eu une vie difficile, j'ai dû grandir les enfants et puis les petits-enfants. C'est le stress. Moi, j'ai l'Alzheimer parce que c'est le stress. Non, malheureusement, c'est pas ça.
Ça serait simple de traiter le stress à tout le monde et éviter l'Alzheimer. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il le médicament qui peuvent ralentir les symptômes Oui, après avoir découvert? Oui, on commence à avoir on a déjà des médicaments qui sont approuvés dans certains pays, notamment aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni, récemment en Europe, on l'espère bientôt en Suisse, qui peuvent retarder la perte progressive. Aujourd'hui, l'efficacité est limitée au retard de la progression, mais dans ces prochaines années, on espère d'avoir plus de médicaments et de pouvoir même arrêter ou prévenir. Mais les traitements sont-ils le plus efficaces lorsqu'ils sont administrés tôt, si quelqu'un a cette maladie? C'est absolument le cas. C'est pourquoi la détection précoce, et nous venons à vos premières questions, la détection précoce est importante. Quelles sont les avancées récentes dans la recherche, les avancées récentes dans la recherche de cette maladie? Bon, les avancées récentes, les plus importantes au fond, elles sont deux. La première, c'est les médicaments que je viens de mentionner. Mais l'autre que nous n'avons pas mentionné, c'est les biomarqueurs sanguins. C'est quoi? Les biomarqueurs sanguins, c'est des examens qui nous permettent de détecter les protéines toxiques accumulées dans le cerveau avec un prélèvement sanguin. Au lieu de faire les examens compliqués, sophistiqués que je viens de mentionner, la ponction lombaire, les examens d'imagerie nucléaire pour voir le dépôt de protéines toxiques, on fait un prélèvement sanguin. Et ça, c'est quelque chose de primordial parce que ça va rendre le diagnostic possible même dans des pays où la ponction lombaire et les examens d'imagerie avancés sont moins fréquentes. Une prise de sang et une analyse du sang est quelque chose de relativement simple. Et donc, c'est quelque chose qui peut beaucoup améliorer le diagnostic et le diagnostic précoce de la maladie. Docteur, aujourd'hui, est-ce que les vaccins thérapies géniques sont-ils en développement? Oui, nous sommes en train de tester des thérapies géniques, des oligonucléotides antisens, c'est un mot un peu technique, mais c'est une thérapie génique. Elles sont en cours de développement. Bon, nous tendons vers la fin, mais la toute presque dernière question, est-ce que peut-on réellement prévenir la maladie d'Alzheimer? Quelqu'un peut-elle prévenir ça? On peut faire déjà beaucoup avec des styles de vie sains. Et les styles de vie sains sont, au fond, la diète, une diète méditerranée avec légumes, fruits, peu de viande rouge, pas de ultra-processed food, la nourriture dans les boîtes, tout ce qu'on trouve au supermarché déjà prêt à manger. Comme des sardines? Les sardines, tout ce qui est à longue durée. À longue durée. Tout ce qui est à longue durée, normalement, c'est pas bien c'est pas sain. Donc, l'alimentation au début, activité physique de type aérobique, c'est-à-dire la course, le vélo, la marche, mais pas 5 minutes par jour, mais il faut faire 4-5 heures par semaine. Ensuite, l'activité mentale, qui peut être avoir un boulot intellectuel, mais également aller jouer à bridge ou faire du bénévolat. Faire du bénévolat, c'est une activité intellectuelle, hein, parce que ça demande une programmation, ça demande traiter les maladies chroniques telles que tension, diabète, cholestérol, il faut les contrôler et traiter. Et dernièrement, last but not the least, éviter toute substance toxique pour le cerveau. Les substances toxiques pour le cerveau. Oui, vous pouvez les citer. Qu'est-ce que vous en pensez? Devinez de quoi je parle, substances toxiques pour le cerveau. C'est pas, je vais pas rendre content beaucoup de monde là.
Il y en a deux qui sont très toxiques. L'une substance se fume et l'autre se boit. Fumer et boire. Il faut éviter toute boisson. Non, l'eau est bien. Oui, l'eau. Mais les boissons alcooliques, l'alcool est toxique pour le cerveau. Je sais que c'est un message qui n'est pas... j'ai pas beaucoup de fans quand je dis ça, mais l'alcool est, pour le cerveau, c'est un toxique. Et la cigarette. Peu d'alcool, c'est peu toxique. Beaucoup d'alcool, c'est beaucoup toxique. Mais un verre de vin, ça va quand même? Un verre de vin, c'est peu toxique, mais un verre de vin, ça va, parce que c'est toxique, mais c'est peu toxique. On peut se détoxifier rapidement. Mais on peut prendre un verre de vin quotidiennement, ou bien que ça soit d'une manière un peu... vous prenez aujourd'hui, après 4-5 jours, vous ne prenez pas, pour éviter, parce que ça fait peur quand même, docteur, quand vous dites... Je ne veux pas faire peur aux gens. Les limites, selon les limites internationales, un verre par jour est considéré comme, en général, safe. Au-delà de ça, on commence à rentrer dans une zone de mauvaise santé pour le cerveau. Le cerveau et le reste du corps, hein, de l'organisme. Mais docteur, quelles sont les meilleures approches pour accompagner un malade au quotidien? Bon, la première chose, c'est d'essayer de comprendre qu'ils ils ne font pas exprès. Que les difficultés qu'ils ont, ils ne le font pas exprès. Ils ont des vraies difficultés. C'est pourquoi les examens diagnostiques tels que l'IRM et le scanner sont importants, parce qu'ils permettent de voir ce qu'on ne voit pas. Et si je devrais ne donner qu'un avis aux proches, c'est de comprendre qu'ils ne le font pas exprès. Et puis, il y a 1000 autres choses que on n'a pas le moyen de les aborder parce qu'on est à la fin de cette émission. Voilà, on est à la fin. Dernière question. Ça concerne juste tout le monde, ça concerne le dirigeant. Quel changement souhaiteriez-vous dans la politique publique autour de cette maladie qui cause énormément de dégâts dans des familles? Je vous remercie parce que c'est la question la plus facile. C'est la question la plus facile parce que on sait que pourquoi on a gagné la guerre contre l'HIV. Parce qu'on est en train de gagner la guerre contre le cancer. Parce qu'on a gagné beaucoup de guerres contre les maladies infectieuses. Pourquoi? Parce qu'on a investi. Pourquoi on a investi dans la recherche? Le cancer, toute société, la Suisse, l'Europe, je crois le Congo aussi, consacre à la recherche sur Alzheimer 10 fois moins de fric que moins d'argent. Je ne sais pas si fric vous utilisez cette tournure dans votre... Oui, ça s'est dit. Voilà. 10 fois moins de fric pour l'Alzheimer que pour le cancer. Et donc, s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de recherche, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de médicaments, pas de solution. Donc, la société doit décider d'investir, doit dire, OK, ça c'est un problème important, il faut consacrer de l'argent. Au lieu de consacrer de l'argent pour tuer les personnes en faisant des guerres, on décide de sauver des vies en faisant de la recherche sur Alzheimer. Comme ça, on gagnera la bataille. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux pour suivre cette grande émission qui a réussi pour vous, les professeurs Frisson, spécialistes en neurologie, chercheurs engagés dans la lutte contre les maladies neurodégénératives, qui nous a réussi dans son bureau. Nous sommes bel et bien à Genève, à l'hôpital, le grand hôpital de Genève. C'est là où est érigé le bureau du docteur et puis professeur professeur en neurodégénérative. Donc c'est lui qui nous a reçu dans son bureau, et puis nous l'avions aussi reçu pour parler pour cette maladie d'Alzheimer qui est en train de causer beaucoup de dégâts, comme il vient de le dire tout à l'heure. Mettez l'argent dans la recherche
pour pouvoir trouver le médicament, parce que c'est une maladie qui cause beaucoup de dégâts, surtout, je peux dire comme ça, en Afrique, plus particulièrement aussi dans mon pays. Et vraiment, il faut mettre vraiment des moyens pour que la recherche puisse avancer. Professeur, nous sommes arrivés à la fin. Un message à tous les téléspectateurs qui t'ont suivi sur la chaîne de référence Antenne A, à Kinshasa, au Congo, en Afrique, un peu partout, parce que nous sommes sur Canal+. On est suivi partout dans le monde. Merci de nous avoir écoutés et suivis jusqu'à la fin. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à contacter votre médecin et soyez des ambassadeurs. Si vous connaissez des personnes avec maladie d'Alzheimer ou perte de mémoire, soyez des ambassadeurs de la cause, parce que nos grands-parents, nos parents, mais surtout nos enfants ont besoin de ça. Voilà, merci. Moi, je vous retrouve prochainement. Merci à la grande équipe. Ciao, ciao et à bientôt.